Au bord de l'eau. Chapitre 1. Page 59. Partie 5. Sur la stèle de pierre érigée au-dessus d'eux sont gravés leurs noms et prénoms, écrits en caractères sigillaires du dragon et du phénix, qui ont la vertu de les tenir enfermés. Si jamais on les libère et les laisse se répandre sur le monde, il s'ensuivra des calamités inéluctables pour les êtres vivants. Telles étaient ses instructions formelles. Maintenant que votre Excellence les a libérés, le malheur est sans remède. Quand le grand maréchal entendit cela, une sueur glacée l'inonda et il se mit à frissonner de la tête aux pieds. Il alla en toute hâte faire ses bagages et, suivi de son escorte, descendit de la montagne pour retourner à la capitale. Le parfait et les moines l'accompagnèrent comme il se devait, puis revinrent de leur côté pour faire les restaurations voulues et ériger de nouveau la stèle de pierre. Laissons-les donc à leur occupation. Et restons avec le grand maréchal Ong. En chemin, il ordonna à ses suivants de ne souffler mot à quiconque du fâcheux épisode de la fuite de démons, de peur que le Fils du ciel ne l'apprît et ne l'en blâmât. Le voyage fut sans histoire, et tous revinrent à marche forcée à la capitale. En entrant dans la citadelle de Biangyang, ils entendirent des gens dire: « Le maître céleste a fait dans le palais interdit de la capitale orientale de grands sacrifices qui ont duré 7 jours et 7 nuits. Il a distribué à tout le monde des amulettes contre les pestilences et maintenant, l'épidémie a complètement disparu et les populations sont sauves. Le maître céleste a quitté la cour et, monté sur une grue et chevauchant les nuages, il est retourné au mont du dragon et du tigre. » Le lendemain, à l'aube, le grand maréchal Ong se présenta à l'audience impériale et fut reçu par le Fils du ciel auquel il fit son rapport. Le maître céleste, monté sur une grue et chevauchant les nus, est arrivé à la capitale avant votre serviteur, qui n'a pu procéder que par étapes et vient d'arriver. L'empereur Renzong agréa ce rapport et récompensa Ong Zing qui reprit ses fonctions antérieures, et voilà pour lui. Par la suite, Renzong resta sur le trône pendant 42 ans, jusqu'à son décès. Comme il n'y avait pas de prince héritier, le trône passa au fils de Yanrang, le prince de Pohan, du nom posthume de Yi, qui était l'aîné des petits-fils de l'empereur Taizong. Il régna sous le nom de Yingzong 4 années durant, et ce fut le prince héritier Shenzong qui le succéda. Ce dernier régna 18 ans et céda le trône à Zizong. Ce fut une époque de paix parfaite dans tout l'empire. Mais halte là! Si ce fut véritablement une époque de paix parfaite et sans trouble, que trouverions-nous donc au cas où nous lirions les chroniques historiques de cet épisode? Lecteurs, ne vous faites nul souci, car vous allez bientôt voir. Descendre en ce bas monde 36 astres célestes. Venir sur terre 72 astres terrestres. Et vous saurez comment. Tigre et léopard avaient fait leur repère. Des célèbres marais aux perspicaires.
et les dragons que nul ne pouvait prendre nichaient dans la citadelle des méandres. Si de ces propos étranges vous voulez savoir la raison, continuez à lire, vous en aurez des détails à foison. Chapitre 2, page 61. L'instructeur Wang se réfugie clandestinement à Yan'anfu. Le dragon bleu sème grand tribouille dans le village de la famille Shi. L'histoire conte que jadis, au temps de feu l'empereur Zizong, de la dynastie Song, bien des années après le règne du fils du ciel Renzong, il y avait à la capitale orientale, dans la circonscription de Xianwu, de Bianlang, de la préfecture de Kaifeng, un certain rejeton d'une famille ruinée, franc ribot et coquelineux, du nom de Gao. C'était le deuxième enfant de cette famille. Depuis son jeune âge, insoucieux de s'établir dans la vie, il n'avait qu'une passion: pourmoyer les pieux et manier le bâton de guerre. Mais son plus grand talent consistait à taper du pied dans un étoffe. Et les gens de la capitale l'appelaient familièrement non pas Gao le deuxième, mais Gaokyu, c'est-à-dire Gao la balle. Par la suite, quand il eut commencé à faire carrière, il modifia légèrement l'écriture de son nom de telle façon que Gaokyu signifiait désormais Gao le bel. Cet homme savait jouer des instruments à vent et à cordes, chanter et danser, tenir les pieux comme la canne d'arbre, lutter ou jouer à divers jeux. Il avait aussi vaguement appris la calligraphie et rimailler, à composer des poèmes, à chanter et airs de cour. En revanche, l'altruisme, la justice, les rites, la sagesse, la loyauté et la droiture étaient autant des notions qui lui échappaient complètement.